Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. As a business-to-business marketer, your needs are unique. B2B buying cycles are long, and your customers face incredibly complex decisions. It's time you had a marketing platform built specifically for you. LinkedIn Ads empowers marketers to build the right relationships, drive results, and reach your customers. Make B2B marketing everything it can be and get a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Bastien Rodriguez, analyste vidéo au sein de la cellule de recrutement du club mexicain de Tigres à Monterrey. Avec lui, nous avons évoqué son parcours, son quotidien au Mexique et ses expériences en Colombie. Nous sommes également revenus sur sa méthodologie de travail, sur l'observation des potentiels recrues, l'apport de la data, mais aussi sur sa mission d'analyse des adversaires de l'équipe première et bien d'autres choses encore. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Bastien Rodriguez. Bonjour Bastien Rodriguez et bienvenue dans le podcast Prolongation. Salut Johan, merci beaucoup pour l'invitation. Et c'est un grand plaisir. Alors mon cher Bastien, dans ce podcast on commence toujours par la même question. Est-ce que tu peux nous raconter un match qui t'a marqué ? Alors ça peut être par plein de raisons, un résultat pur, la joie du résultat, d'un trophée, d'un match gagné. Ça peut être par une émotion particulière, ça peut être par un scénario fou que tu as pu voir, que tu as pu ressentir. J'aime bien dire que c'est ta Madeleine de Proust et ça peut être quand tu étais enfant, adolescent, adulte, un match auquel tu as participé de près, de loin, à la télé, à la radio, en crypté, façon Canal+, on voyait rien du tout, mais on regardait quand même. Ça peut être beaucoup de choses. J'ai pas trop réfléchi à la question parce que pour moi, c'est très logique. J'ai grandi avec ça quand j'avais 7-8 ans. C'est l'époque de la Coupe du Monde en France. Ça m'a marqué, je pense, à vie. Et je pense que si aujourd'hui, je suis dans le football, que j'ai la chance de travailler dans le football, c'est grâce aux émotions que j'ai pu vivre cet été-là. Donc, cette question-là, pour moi, directement, j'ai pas eu trop à réfléchir. C'est la Coupe du Monde 98, c'était quand même, c'est quelque chose que toujours dans ma tête, c'est quelque chose qui me fait un petit peu rêver. Et autant le parcours de l'équipe de France, comme d'autres équipes des nations qu'on connaissait pas, des joueurs qu'on connaissait pas, ou alors des joueurs qu'on avait entendu parler, mais qu'on voyait pas jouer parce qu'à l'époque, il y avait pas Internet, ou alors on voyait beaucoup moins. Je pense au Zamorano Salas du Chili, des joueurs comme ça qui étaient Batistuta, qui était à la Fiorentina, qu'on pouvait pas voir non plus toutes les fins de semaine. Mais bon, c'est cette époque-là. Et après, le fait que ce soit en France, le fait qu'on ait gagné, c'était aussi la première année que moi je faisais du football en club, donc j'étais plongé à fond. Et pendant les vacances d'été, tout était parfait. Et c'est vraiment cette période-là qui, je crois, me marque encore et j'ai encore beaucoup de souvenirs de cet été-là. Est-ce que tu avais l'album Panini de la Coupe du Monde 98 ? J'avais l'album Panini de la Coupe du Monde, celui de la Ligue 1 aussi, 97-98, la Division 1 97-98. C'est marrant parce que l'album Panini, moi mon premier album Panini de Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde 94. Et en fait, j'ai un souvenir très précis, le nom des sélections, donc des pays, était marqué en langue originale. Et c'est là que j'ai découvert que Croatie, c'était Hrvatska. Exactement. On a fait la même réflexion. Et c'est marrant parce que je sais plus quelques mois plus tard ou je sais plus si c'était l'été suivant ou quelque chose comme ça et on avait reçu de la part d'amis une carte postale de gens qui étaient en vacances, tu vois, l'été. Et sur la carte postale, c'était la côte, la mer,
petite ville la côte, je me souviens plus de quelle ville c'était, mais et en haut de la carte, c'était marqué Hrvatska. Et je me souviens de mes parents qui disaient ah, Hrvatska, c'est où, etc. Et moi, tu vois, je devais avoir 8 ans, 9 ans. Et j'avais dit, bah, Hrvatska, c'est la Croatie. Il m'avait dit, mais comment tu sais ça? Et j'avais dit, bah, l'album Panini de la Coupe du Monde 94, c'était marqué Hrvatska. Donc, alors, je dois pas bien le prononcer, mais c'est marrant les souvenirs comme ça, gamins, qui peuvent être liés à des trucs totalement futiles parfois. Mais c'est vrai que quand on est gamin, l'album Panini va clairement avec l'événement, je trouve. Ça nous fait découvrir effectivement. Alors maintenant, c'est plus facile parce que effectivement, avec Internet, etc., on a accès à toutes ces connaissances-là. Il faut se replonger. Moi, en 94, bah, Internet, non. Les matchs tous les soirs à la télé, non plus. Il y avait très peu de choses. Il y avait des livres, des guides, ce genre de choses-là, des CD-ROM à l'époque. Mais c'est vrai que l'album Panini matérialisait finalement pas mal de choses dont on avait entendu parler, de choses qu'on avait éventuellement vues un tout petit peu à la télévision, etc. Et c'est vrai que j'imagine que maintenant c'est peut-être un peu moins le cas parce qu'on a la possibilité de voir tout ça de manière plus précise et au quotidien en fait, juste avec un smartphone, une application, ce genre de choses-là, Google Images, voilà, etc. Mais pour nous, pour toi j'imagine aussi en 98, c'était un peu le Graal, quoi, le truc qui accompagnait la Coupe du Monde, en fait. Il y a aussi le côté imaginaire un peu, puis le côté exotique de certaines sélections. Il y a plein de choses qui font que pour un enfant qui démarre le football, c'est assez marquant. Tu disais 98, c'était aussi ma première saison de foot comme enfant, joué dans un club. C'était quoi justement ton rapport au foot enfant donc tu as joué en l'occurrence dans un club. Est-ce que on a parlé de l'album Panini, etc. Mais est-ce que tu étais du genre à, je sais pas, à collectionner ces genres de choses-là, à regarder les matchs quand c'était possible, même si à cet âge-là on se couchait à la mi-temps ou au cours de la première mi-temps. T'étais vraiment le gamin passionné comme beaucoup après qui se retrouve dans ce milieu-là. Ouais, non, c'était 24 heures sur 24. C'est toujours le cas. Mais ouais, c'était constamment en football, constamment. Avec les copains, avec le club, à la récréation, tout le temps avec un ballon, constamment. Ça veut pas dire que j'ai été bon, hein, mais On est tous bons quand on est enfant en fait. Il y a pas tellement de à cet âge-là, il n'y a pas tellement de différence. Tu peux évidemment à 7 8 ans, tu vas pas dire il y a le futur Messi ou il y a le futur Riquelme ou il y a le futur voilà, on se rend pas compte de son niveau en fait à 7 8 ans. On a juste envie de jouer au foot en fait. ouais, c'est ça. Ouais. Tu as commencé par un poste d'éducateur dans le nord de la France, à l'Étoile sportive roncoise, j'espère que je le dis bien. Ensuite à Bondy, je crois, avant de partir tenter l'aventure en Amérique du Sud, en Colombie, fin 2019. Est-ce que tu peux nous expliquer cette trajectoire qui est clairement pas banale? Alors, moi, je suis du sud de la France, côté de Toulouse, de la ville d'Albi, et j'ai suivi mes études à l'université de Toulouse, des études qui n'avaient rien à voir avec le sport. J'ai eu l'opportunité avec ma compagne de pouvoir partir et de la suivre. Elle partait faire ses études dans le Nord, du coup, j'ai eu l'opportunité de la suivre puisque moi, j'avais terminé. Et m'est venu le moment de me demander si qu'est-ce que je voulais faire de ma vie parce que je me rendais compte que ça me passionnait pas énormément ce que j'avais étudié, malheureusement. C'était quoi tes études? J'ai étudié dans l'urbanisme. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, je crois que ça existe toujours, de pouvoir faire le service civique. On te donne tout un spectre d'associations qui sont possibles à intégrer, de travailler pendant 1 an ou 10 mois, je sais plus, en service civique. C'est ce que j'ai fait et je me suis dit, c'est l'occasion ou jamais de pouvoir tenter le coup dans le football, voir si ça me plaît, si c'est ça qui me plaît, parce que j'avais toujours eu cette idée en tête d'au moins pouvoir être éducateur, que ce soit bénévole, volontaire, mais d'être éducateur, ça, c'était quelque chose qui me trottait depuis très longtemps. Mon père l'a été, ça a été mon éducateur pendant longtemps, et j'avais une très bonne image de ce poste-là, de cette position-là dans l'association, dans le club de football. Donc je me suis lancé et j'ai eu un service civique à l'ancienne Ligue Nord-Pas-de-Calais de football, avant que ça change à Hauts-de-France, ça s'appelait Nord-Pas-de-Calais de football. Et j'ai pu travailler pendant 10 mois sur des projets avec eux, avec la Ligue. Et en même temps, j'ai été éducateur bénévole dans un club de la métropole lilloise. Et bon, ça m'a énormément plu et je me suis dit, bon, on va tenter, on va essayer de passer les diplômes, se professionnaliser au maximum, en sachant que je devais recommencer à zéro. Et on verra bien où ça nous mènera. Et finalement, en 2017, j'ai réussi à passer un diplôme d'éducateur sportif.
Et j'ai réussi à avoir un contrat aidé avec un autre club de la métropole, donc l'Étoile sportive hongroise, un club qui m'a beaucoup aidé parce que ils m'ont proposé comme ça 2 ans de salaire avec eux, de pouvoir vivre du football, mais c'était du football amateur, et de pouvoir m'occuper à la fois du secrétariat, à la fois être éducateur dans les équipes de jeunes, de pouvoir accompagner des équipes. J'ai eu la chance aussi de pouvoir avoir un peu de temps pour jouer un petit peu avec les seniors, pas grand-chose, mais j'ai pu faire quelques apparitions avec les seniors. Et voilà, et à partir de là, j'ai pu aussi passer ma licence d'entraîneur. Donc, j'ai construit un petit peu mes bases dans ce club-là et j'ai terminé par un diplôme d'analyse vidéo avec la fac des sports de Lille. Et donc, est venu le moment de la fin du contrat, comme tout contrat aidé à une fin. Et finalement, je voyais bien qu'en France, j'avais pas énormément d'opportunités. Donc, on a décidé, avec ma compagne qui est franco-colombienne, de partir en Colombie et de voir qu'est-ce qui pourrait s'ouvrir à nous. Donc, on est parti sans rien, hein, juste avec des valises, et on s'est mis à chercher. Et au bout d'un mois, j'ai eu un entretien avec un directeur sportif d'un club de la ville où on était, en l'occurrence l'América de Cali, qui est l'un des plus grands clubs du football colombien, le directeur sportif cherchait à structurer tout ce qui était analyse vidéo, recrutement, département de recrutement. Et je suis arrivé au bon moment, au bon endroit. Donc, il m'a proposé pendant 3 mois de travailler avec les jeunes de manière bénévole et que ce travail-là servirait à lui comme argument pour pouvoir créer un contrat au mois de janvier. Donc, c'était fin 2019 que c'est arrivé. Et bon, tout s'est déroulé de la meilleure manière et au final, je termine avec un contrat dans ce club-là comme analyste vidéo. Entre le moment où tu arrives en Colombie et donc ce rendez-vous-là avec le directeur sportif, tu m'as dit il y a un mois, c'est ça à peu près? Ouais. Comment tu fais pour te faire connaître? Et je me suis servi du réseau social LinkedIn. J'ai contacté tous les clubs colombiens et j'ai eu très peu de réponses. Et le seul entretien que j'ai eu, c'est avec ce directeur sportif-là. Ça tombait bien parce que c'était la ville où j'étais. Mais c'est du travail que j'ai fait aussi en amont quand j'étais en France. Donc lui m'avait dit, bah, écoute, contacte-moi dès que tu arrives au pays et on verra qu'est-ce qu'on peut faire. Tu avais déjà quand même un petit peu préparé le terrain pour voir s'il y avait une amorce de choses à faire avec un club colombien. L'idée, c'était de tenter le coup. Et si ça marchait pas, on reviendra en France. C'était pas un souci. Mais si ça marchait, au moins de tenter le coup, quoi. Et donc, après tes 3 mois comme éducateur avec les équipes de jeunes de l'América des Cali, le poste d'analyste vidéo se crée, c'est ça? Ouais, les 3 mois de bénévole, je l'ai fait aussi en tant qu'analyste vidéo avec les U20. Et finalement, bon, on peut faire le contrat, tout se met en place et je peux travailler avec les U20, les U18, les U17 et les féminines. J'étais l'analyste vidéo des 4 équipes, donc c'était très compliqué. Je pouvais pas suivre tout le monde, mais bon, on essayait de faire un calendrier plus ou moins égal. Et puis en mars 2020 vient le Covid qui arrête un petit peu tout. Donc, ma chance à moi, c'est d'avoir signé le contrat avant que ça arrive, parce que sinon ça aurait été impossible. Et puis finalement, bon, on est un petit peu à l'arrêt, mais le club décide de me garder parce que en Colombie, ça a été très compliqué pour les clubs. Il y a beaucoup eu de licenciements, mais j'ai eu la chance encore de pouvoir rester. Et au mois de juillet, août, le championnat va reprendre et le championnat colombien est programmé pour reprendre en septembre. Donc l'arrêt a été fait de mars à septembre. Et finalement, il y a un nouvel entraîneur en équipe première qui a besoin d'un analyste vidéo. Donc il me monte en équipe première. Et finalement, ça se passe super bien. On termine champion de Colombie cette année-là. Et moi, je continue mon parcours à l'Amérique un an de plus. Lui, bon, par le fait des choses, se fait licencier, mais il trouve un club plus tard qui s'appelle Junior de Barranquilla. Et dès qu'il trouve ce club-là, il me contacte à moi pour pouvoir le suivre dans ce club comme analyste vidéo, cette fois-ci de son staff à lui. Donc ça, c'était début 2022. Et à partir de là, je deviens analyste vidéo du staff du coach de Junior de Barranquilla. Et on reste là jusqu'à fin 2022, où on termine un petit peu mal. Donc, on n'est pas gardé par les dirigeants. Mais derrière, j'ai eu la chance de pouvoir rebondir très rapidement. 2, 3 mois après, j'ai déjà un premier entretien avec le club de Tigres.
mais cette fois-ci, sur un rôle un petit peu différent, qui est moins d'analyse tactique, moins de terrain, mais sur la cellule de recrutement. Donc là, j'ai pu intégrer au mois de janvier la cellule de recrutement de Tigres au Mexique. Tu as parlé tout à l'heure de la période de Covid et de l'arrêt entre mars et septembre, tu m'as dit, des compétitions. Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Là, alors moi, de mars à juillet, je suis encore officiellement avec les jeunes. Du coup, c'est un travail uniquement d'archivage de tous les entraînements qui ont été faits, des 3-4 matchs officiels qui ont été faits, de la dizaine de matchs amicaux qui ont été faits, pour créer des sortes de vidéos, on va dire, tutoriels de chaque joueur. Et après, c'est les entretiens via Skype ou via téléphone pour parler un petit peu de ce qui a été, ce qui n'a pas été, et qui vont pouvoir redémarrer, ce qui pourrait être des axes de travail, des axes d'amélioration. Plus ou moins, ça a été ça. Et après, il y a eu aussi la construction de vidéos, on va dire, via des observations de matchs d'équipes professionnelles, genre top 5, pour pouvoir décrire ce qu'on cherche exactement d'un latéral, ce qu'on cherche exactement d'un milieu défensif, faire une sorte de vidéos tutoriels pour le centre de formation. Et sur ce top 5, à quelle échelle? Je te parle des premières ligues. De première ligue. Quand tu débarques en Colombie, toi tu viens de France, ta culture elle est plutôt européenne, on peut dire, du football, tout du moins française au départ. Peut-être aussi que tu suivais un peu le football européen, je sais pas, Allemagne, Espagne, Italie, Angleterre, peu importe. Quand tu débarques en Colombie, c'est quoi tes premières impressions du foot colombien? Au départ, c'est pas professionnel puisque tu me dis que tu étais avec les équipes plutôt U20, U17, etc., etc., et la section féminine. Mais malgré tout, quelle est tes premières observations sur ce type de football qui est joué? Parce que mine de rien, quand tu fais de l'analyse vidéo, il y a un truc qui est très important, c'est comprendre le contexte dans lequel évoluent tes équipes en fait. La culture locale, la typologie d'équipes que tu affrontes, etc., est pas la même selon les pays dans le monde. Et donc, peut-être que tu vas pas demander la même chose à un 6, entre guillemets, qui va jouer en Angleterre et un 6 qui va jouer au Mexique, par exemple, ou en Colombie, ou en Algérie, ou, je sais pas, au Japon, etc. Comment tu te crées ta culture foot colombien et à travers les premières observations? Les premières choses qui m'ont marqué des différences, on va parler surtout des matchs, on va dire matchs de jeunes, même des matchs professionnels, c'est que les blocs de l'équipe sont beaucoup plus étirés. Par exemple, entre la ligne défensive et la ligne d'attaque, il y a beaucoup plus d'espace. Donc forcément, il y a plus de temps et plus de facilité pour décider, on va dire, la prise de décision est plus facile, entre guillemets, mais il faut tenir en compte que les terrains sont beaucoup plus difficiles à jouer. Il y a tout ce qu'on connaît, nous, des facilités en France, même des clubs amateurs qui ont des super synthétiques ou alors des super terrains herbes. Là-bas, ça n'existe pas parce que les meilleurs clubs ont encore des terrains très durs à jouer. On va dire à Barranquilla, le championnat national se joue encore sur les terrains en sable. Enfin, c'est une autre approche technique, mais ce qui fait que les joueurs, au-delà d'avoir de l'espace, d'avoir peut-être plus de temps sur la prise de décision, ont un système nerveux beaucoup plus développé, sont beaucoup plus intensifs, les appuis sont plus rapides. Il y a aussi cette manière de pouvoir anticiper le mauvais rebond. Et tout ça, ça fait un développement, je pense, je ne suis pas spécialiste, mais un développement au niveau on va dire, moteur qui est vraiment différent du football français. Qui se rapprochait plus d'un football de rue selon toi? Oui, beaucoup plus. On va dire que pareil, au niveau physique, l'intensité physique, pas sur l'ensemble du match, mais sur les duels, sur le moment où il faut accélérer, il est beaucoup plus fort. Il est beaucoup plus fort. Mais sur un ensemble général, on va dire que le niveau est plus faible. Je ne sais pas si j'arrive à bien me faire Bien comprendre. sûr, bien sûr. Et donc à ce moment-là, sur la typologie des joueurs, par rapport à ce que tu dis dans les duels et sur les moments où il faut mettre de l'intensité, tu vas chercher plus des joueurs explosifs que des joueurs de fond. Enfin, de fond, j'entends comme la course de fond, de durée en fait, des joueurs de 90 minutes qui vont mettre de l'intensité ou qui vont avoir un rythme régulier pendant 90 minutes. Là, c'est plutôt de l'explosivité au coup par coup en fait. Enfin, là, l'idée, en fait, ça serait du coup d'essayer de donner un peu plus d'équilibre à tout ça parce que les matchs se terminent, même chez les professionnels, les matchs se terminent sincèrement par contre-attaque et contre-attaque. Les blocs sont tellement étirés à partir de la minute 70. J'exagère un petit peu pour faire comprendre, mais
il y a un étirement des blocs au fur et à mesure du match parce qu'il n'y a pas ce travail de fond, on va dire, aérobique, on va dire, mais sur l'intensité, où il faut faut gagner le duel aérien, où il faut gagner le duel, aller chercher le ballon sur une récupération très rapide, ça m'a beaucoup impressionné. Autant chez les jeunes que chez les professionnels. La qualité technique des joueurs est très très bonne. Malgré ce que tu disais sur les installations qui sont pas géniales pour le coup. Non, et je pense et j'en parlais du coup quand je suis arrivé au pays, j'en parlais avec le directeur sportif qui était un Espagnol, donc on avait une vision européenne tous les deux, et je lui avais dit, moi j'ai l'impression que le fait que les terrains soient mauvais, ça t'aide à être techniquement plus juste, parce que j'ai l'impression que ton corps, ta façon d'anticiper fait que le corps est plus préparé à un éventuel faux rebond, un éventuel quelque chose qui est pas, tu peux pas savoir sur la trajectoire du ballon, il y a des choses comme ça. Après, ces mauvais terrains aussi t'obligent, et c'était une chose qui m'a beaucoup marqué, à jouer constamment dans les pieds et rarement dans l'espace. Donc, il y a beaucoup de jeux dans les pieds. Et les joueurs viennent beaucoup demander le ballon en appui, très peu de démarquage à l'espace. Derrière, dans le dos des défenses, il y a très peu de jeux comme ça. Et ça, tu penses que c'est lié à l'état ou à l'incertitude que génère la pelouse? J'ai vu un lien. Après, est-ce que c'est le seul? Je sais Oui, pas, c'est mais peut-être pas j'ai le vu un seul, lien. mais ça joue en tout cas. Oui. Question un peu hors terrain, mais toi, comment tu t'acclimates à la Colombie? Tu disais, tu passes du sud-ouest au nord de la France, ensuite à la Colombie. Comment tu t'acclimates à ce nouveau pays? Alors peut-être que tu étais déjà, enfin je sais pas, vu que ta compagne est franco-colombienne, peut-être que tu avais déjà un aperçu ou vous en aviez parlé ou tu étais peut-être allé ou je sais pas. Mais comment toi tu t'acclimates à ce nouvel environnement? Sachant que tu arrives et genre 6 mois après, enfin même pas 6 mois après, il y a le Covid. Avant ça, j'avais jamais réellement voyagé. Donc, ça a été vraiment là. Moi, j'étais voyagé dans les pays européens limitrophes, quoi, mais rien d'extraordinaire. Donc, ça a été vraiment une découverte à la fois culturelle, une remise en question sur beaucoup de préjugés ou même de choses qu'on pensait être sûres, surtout sur la manière de vivre ou de pouvoir voir les choses. J'ai rencontré des gens, et la majorité des gens en Colombie, des gens extraordinaires qui m'ont permis de voir la vie vraiment différemment. Je suis arrivé là-bas un peu français lambda à m'énerver pour n'importe quelle chose banale, et je suis reparti comme quelqu'un de très positif, beaucoup plus créatif et peut-être beaucoup plus mature. J'ai eu la chance de pouvoir vivre dans les premiers mois dans la famille de ma compagne et de directement être submergé par la culture. J'ai fait aussi le choix d'essayer de m'éviter les lieux touristiques où il y avait beaucoup peut-être de francophones, pour pouvoir vraiment m'intégrer rapidement, trouver un travail rapidement, apprendre la langue rapidement, puisque j'étais pas non plus bilingue quand je suis arrivé. Et je pense que ça a été le meilleur choix, parce que sinon ça m'aurait freiné et j'aurais pas fait le grand saut, quoi. Mais il y a une chose je pense que tous les expatriés le savent, mais quand tu veux aller quelque part, que tu as l'envie de vouloir faire ta place dans quelque part, ça peut être un pays qui est peut-être moins beau que le tien, où tu n'as pas les habitudes culinaires, les mêmes habitudes culinaires, où tu n'as pas le même rythme. On s'adapte et on apprécie. Est-ce que entre la manière de travailler à l'América de Cali et ensuite à Barranquilla, il y a des différences fondamentales? Tu disais c'est avec l'entraîneur finalement que tu suis, donc là déjà il y a moins d'incertitude, enfin il y a moins d'écart entre les deux, mais sur la culture club, sur la culture, c'est pas au même endroit dans le pays en fait aussi, donc il peut y avoir des choses différentes. Peut-être que les dirigeants attendaient aussi une autre forme de football ou avaient d'autres attentes précises sur comment vous deviez travailler. Est-ce que tu as vu des différences importantes entre tes deux expériences en Colombie? Il y a plus de points communs que de différences, on va dire, parce que ce sont deux grands clubs historiques du pays. Peut-être un qui est dans une situation financière moins forte. On va dire que en Colombie, on dit souvent que le Junior de Barranquilla, c'est le PSG colombien. C'est là où il y a les meilleurs salaires, c'est là où il y a les joueurs les plus chers, même si c'est très exagéré, mais c'est l'image qu'ont les gens. Donc on va dire que ce sera la petite différence, même si c'est à l'América et Cali, c'est l'Olympique de Marseille colombien. Il y a des supporters de l'América dans tout le pays.
C'est une ambiance incroyable. Certainement, quand on est allé aussi jouer en Libertadores au fin fond de l'Argentine, et il y avait des gens pour nous attendre à l'aéroport. Il y a vraiment une pression populaire très, très forte. Et à Junior, la pression populaire existe, mais c'est plus une pression aussi par rapport au budget qui a été mis cette année pour construire l'équipe, des choses comme ça. Après, les deux régions sont très connues pour être c'est des régions plutôt festives. Donc, dans ce sens-là, qui sont proches, mais en même temps très éloignées, puisque deux cultures très différentes. Ce qui est bien en Colombie, c'est que tu passes d'une région à l'autre et comme si tu changeais de pays, au niveau culinaire, au niveau climat, au niveau paysage, ça n'avait rien à voir. Mais au final, niveau footballistique, purement parlant, non, puisque on a été pris là-bas pour une certaine idée de jeu. Donc, c'était pas un souci par rapport à ce thème-là. Petit saut en avant, tu te retrouves aujourd'hui à Monterrey, au Mexique. Là encore, comment ça se passe? C'est toi qui vas démarcher des différents clubs comme avant ton arrivée en Colombie. C'est eux qui voient une opportunité selon des relations éventuelles qui ont été travaillées. Comment ça se passe ton arrivée? Alors, nous, on termine à Barranquilla le 11 septembre 2022. Et à partir de là, je me laisse un peu de temps pour pouvoir, parce que travailler dans un staff en Amérique du Sud, c'est vraiment très prenant. On n'a pas de jour de repos. On a la pression constamment. Donc, j'ai vécu 8, 9 mois très, très, et avec beaucoup de pression. Donc, je me suis pris 2, 3 semaines pour réfléchir, en sachant que l'entraîneur voulait continuer sur son prochain projet avec moi. Mais bon, voilà, on peut pas non plus attendre trop longtemps. Faut pouvoir gagner sa vie. Donc, moi, il me fallait un projet assez rapidement, du moins pour janvier. Et simplement, j'ai pas cherché. J'ai un peu parlé au contact que j'avais au cas où. Et puis un jour, un contact m'a dit, ben, écoute, j'ai passé ton CV à un club mexicain. Si jamais il t'appelle, tu sais que c'est moi qui ai passé le CV. Et effectivement, c'était Tigres. Ils m'ont appelé, ils cherchaient quelqu'un comme moi. Et ça s'est fait très naturellement. Après, on a fait quelques entretiens et il a fallu gérer les papiers pour la migration et ça s'est fait. Et justement, sur ce plan-là, c'est facile de passer de la Colombie au Mexique? Non, ça a été compliqué, mais ça y est, j'ai mon visa, j'ai ma carte d'identité mexicaine de résident étranger. Donc, mais ouais, c'est assez long, c'est dur. C'est dur de passer d'un pays à un autre. On se rend compte qu'en Europe, en fait, on a beaucoup de chance parce qu'il y a des accords entre les pays, c'est plus simple. Là, c'est vraiment différent. Ça a été dur. Heureusement que j'avais avec moi une entreprise qui me se portait garant et surtout une entreprise reconnue dans le pays, qui est sûre, on va dire. Aujourd'hui, tu as deux missions au Tigres. Aider la cellule de recrutement sur de l'analyse vidéo, mais aussi analyser les adversaires pour l'équipe première. Comment tu répartis ton temps entre ces deux tâches? Alors, on va pas faire au jour le jour, mais sur le mois, on va dire, peut-être plus facile que même hebdomadairement. Comment tu répartis le temps de travail entre la cellule et l'aide sur l'analyse vidéo? Tout va dépendre du calendrier de l'équipe première. Même si j'ai deux missions, que ma mission principale, c'est le recrutement. Comme j'aide aussi l'analyste vidéo sur l'analyse de l'adversaire, j'analyse surtout le côté micro, on va dire, joueur par joueur. Et après, on fait un point avec ce qu'il a vu lui de manière plus macro, on va dire. Tout dépend du calendrier parce que, comme je te disais, même si ma mission principale, c'est le recrutement, ce qui urge le plus ou ce qui est le plus prioritaire, c'est l'équipe première, c'est ce qui se passe avec l'équipe première. Donc, par exemple, si on a des semaines avec 2, 3 matchs dans la semaine, je fais presque rien de recrutement. On va dire que je profite du soir pour regarder quelques matchs et prendre quelques notes, mais sinon, j'ai pas le temps. Actuellement, là, par exemple, on va jouer 3 fois de suite le club Léon. Et bah, finalement, même si on joue tous les 2, 3 jours, j'ai le temps parce que là, les changements sur les analyses vont être vraiment très ponctuels, très, très rapides. Donc, j'ai beaucoup plus de temps. Cette semaine, par exemple, j'ai eu beaucoup plus de temps sur les observations concernant le recrutement.
plus ou moins, je m'organise, on va dire. Si une semaine basique, ce serait la moitié recrutement et un peu plus que la moitié sur l'observation et le recrutement. Et les 2, 3 jours avant le match, on refait un point sur ce qui a été vu sur l'analyse individuelle et collective. Justement, je me posais la question sur la partie recrutement. J'ai regardé l'effectif des Tigresses. Il y a une grande majorité de Mexicains, ça paraît assez logique. Il y a beaucoup de Sud-Américains, Brésiliens, Argentins, Chiliens, Uruguayens, Colombiens, si j'ai pas de bêtises, il y a un Colombien. Il y a un Européen qu'on connaît évidemment très bien, André-Pierre Gignac, français. Est-ce qu'avec ta carte d'identité française, est-ce qu'avec la réussite de Gignac, avec les expériences, il y a eu Thauvin qui est passé, Kolo Djedzak qui est passé aussi, qui venait de la Ligue 1. Andy Delors. Andy Delors, exactement. Est-ce que tu sens qu'il y a j'allais dire une attente, c'est peut-être un grand mot, mais autour de toi avec tes compétences aussi sur le championnat de France que tu suis depuis longtemps, est-ce que tu sens qu'il y a, allez, peut-être pas une attente, mais un intérêt particulier pour que tu regardes aussi un peu cette région-là, ce qui peut être fait, parce qu'ils l'ont fait aussi avant toi, parce que tous les joueurs qui sont arrivés là sont arrivés avant toi, arrivés et repartis pour certains. Est-ce que le fait d'avoir un Français qui travaille sur le recrutement dans une équipe qui avait déjà fait venir des Français, ça aiguise encore un peu plus l'intérêt pour ce football-là? Je pense que en général, les Français, on a bonne réputation. C'est ce que j'ai ressenti. Alors, malheureusement, je sais pas, mais en tout cas, j'ai toujours été le seul Français dans les pays où j'ai travaillé. Mais c'est l'image que j'ai, du moins des Européens en général. Parce que j'ai pu travailler avec des Espagnols et des Portugais. Et pareil, il y a une bonne image en général des méthodologies, parce qu'elles sont différentes, mais des méthodologies de travail européennes, de la rigueur qu'on peut avoir, des bonnes formations qu'on a. Il faut le mettre en avant. Par exemple, les formations que j'ai eues avec la Fédération française de football, je me rends compte qu'elles sont de très, très bonne qualité par rapport à malheureusement, ce que j'ai vu ailleurs. Et ça, les gens le savent. Maintenant, à moi, on ne me le fait pas voir, j'ai pas d'attente spéciale. Je sais que ce qui a plu, c'était mes connaissances du football colombien et sud-américain en général. Puisque, comme tu l'as dit, c'était un marché très important en général pour tous les clubs mexicains. Et aussi, peut-être, pour ma vision un peu plus européenne du football. Tout le monde suit le football européen, hein. Nous, en Europe, on ne suit pas le foot sud-américain ou le foot nord-américain, mais là-bas, tout le monde le suit. Donc, c'est un peu l'exemple à suivre, c'est les méthodologies à suivre, les modes tactiques à suivre. Il y a plein de choses. Donc, du coup, je pense qu'il y a un peu de tout. On va dire que mon profil qui est un petit peu melting pot a plu. Au Mexique, est-ce que tu ressens ce qui peut être lié à la culture footballistique locale par rapport à la Colombie? Est-ce que tu ressens un intérêt plus prononcé pour le foot européen, notamment dans ce que tu disais, regarder ce qui se fait ailleurs, voir ce qui marche ailleurs, voir ce qui est tendance ailleurs, etc. Est-ce que tu sens qu'on est plus intéressé par ça au Mexique qu'en Colombie? Non, je pense que les deux sont très tournés vers l'Europe, autant l'un que l'autre. Forcément tournés aussi vers les expatriés qu'ils peuvent avoir. Je pense au Mexique, on regarde beaucoup les matchs de Feyenoord parce il y a Jiménez qui joue là-bas. On va dire beaucoup, on suit beaucoup le Napoli parce il y a El Chucky. Les deux sont très tournés vers l'Europe. Il y a aussi une influence très forte des États-Unis au Mexique parce que les Mexicains ont toujours été au-dessus de la MLS, mais ça commence à un petit peu changer et ça commence à faire souci. Donc, on regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe et pourquoi la MLS est en train de grandir même au niveau des transferts qui s'y font. Et, ça commence à être un tremplin vers l'Europe, alors qu'avant, c'était plutôt une fin de carrière quand tu voulais aller en MLS. Là, Il y a pas mal de bons joueurs d'ailleurs, du Mexique qui vont à MLS ou même d'autres pays maintenant, du Pérou, de la Colombie, de l'Argentine, etc., etc. exactement, exactement. Là, ils ont recruté, il y a peut-être un an, un attaquant que j'adore, le club de Cincinnati a recruté Brenner, qui vient de signer pour l'Europe. Je sais plus les chiffres, mais ils ont fait une super affaire. Voilà, c'est en train de changer. Les tendances sont en train de changer et je pense que le Mexique essaye aussi de se remettre un petit peu en question au niveau des résultats qu'ils ont pu avoir en sélection nationale aussi, qui sont pas forcément très positifs. Donc, il y a une remise en question qui est en train de se faire en général, mais les deux, que ce soit Mexique et Colombie, on regarde très vite vers l'Europe sans savoir réellement comment c'est, mais c'est l'exemple, oui.
Sur la partie analyse de l'adversaire, est-ce que tu peux nous expliquer tes process de travail? Tu disais que tu travaillais plus sur les individualités, donc plus sur les joueurs, entre guillemets, que sur le collectif, qui semble-t-il est réservé à ton collègue, à l'analyste vidéo principal, celui qui s'occupe à 100% de ça. Les joueurs que tu observes, tu veux les voir en compétition face à quel type d'adversaire? Des adversaires qui vous ressemblent dans le style? Tu veux les voir face à des adversaires un peu faibles parfois, un peu plus forts, à l'extérieur, à domicile? Comment tu découpes un peu ton choix de match? Comment tu sélectionnes en fait les matchs des adversaires que tu visionnes? Ou est-ce que tu fais au plus récent? Forcément, le plus récent est intéressant, on va dire les 3 derniers mois. D'ailleurs, je travaille très rarement au-delà de 3 mois, mais on va dire qu'un défenseur, je m'attache beaucoup à ses duels, à toute la partie plus ou moins technique, son orientation du corps dans les duels, sur des joueurs qui peuvent peut-être paraître comme les nôtres. L'idée, c'est de donner des outils pour les joueurs et pour pouvoir les mettre en confiance pour gagner leur duel un à un, en fait. Tout ce qui est, par exemple, si je travaille sur un défenseur central, ce sera forcément envoyé aux attaquants de l'équipe et vice-versa. On essaie de faire entre 11 et 14 joueurs. On ne peut pas malheureusement inclure tous les joueurs. Mais voilà, c'est ce type de travail. Et forcément, il y a des fois, moi, je vais rencontrer un problème ou une qualité d'un joueur qui influe sur le système général. Et c'est là où viennent les discussions avec l'autre analyste. Si j'ai vu un problème qui peut être exploité ou alors une force qui peut nous mettre en danger, c'est ce type de débat qu'on peut avoir après tous les deux. Mais moi, voilà, c'est vraiment le type de travail d'appui que je peux lui faire, puisque c'est plus ma mission principale dans ce club-là. C'est une question que j'ai posée à pas mal de personnes que j'ai interrogées ici, à des analystes vidéo notamment, mais pas seulement. Et du coup, j'aime bien avoir la vision pas seulement européenne de ça, parce que c'est toujours un peu difficile. En fait, quand on parle de foot, on parle souvent du football européen, alors qu'en fait, il peut y avoir des choses totalement différentes sur d'autres continents. La culture de la vidéo, de ces outils-là, au Mexique ou au Tigres, en tout cas, on va pas généraliser parce qu'on ne connaît pas en détail tous les clubs, mais au Tigres ou d'ailleurs en Colombie, tes expériences précédentes, est-ce que c'est un outil fondamental? Est-ce que les joueurs aiment ce type de retour, de feedback? Est-ce que ils sont demandeurs eux-mêmes? Comment tu juges ça? En général, oui, en général, c'est quelque chose qui est demandé. J'ai eu l'occasion aussi, par des changements d'entraîneur avec qui, enfin, passer d'un entraîneur à un autre, on change de méthodologie et parfois il y a moins de vidéos, il y a plus de vidéos. Par exemple, ce travail d'individuel, à un moment donné, avec un des entraîneurs avec qui j'ai été, il ne se faisait plus. Je te parle de Colombie. Et les joueurs m'appelaient à moi pour voir si je pouvais peut-être leur donner quelques outils. Donc, j'ai ressenti du coup là, c'est dans ce genre de situation que tu ressens plus que ça leur plaît. En général, oui, le travail vidéo est bien accepté s'il n'est pas fait dans l'extrême. C'est pour ça qu'on est là aussi, les analystes vidéo. C'est connu qu'avant, les entraîneurs pouvaient te faire passer tout le match et il fallait regarder tout le match en entier. Maintenant, nous, on est formés aussi pour pouvoir travailler avec des outils qui nous aident, qui peuvent faire, on va dire, des résumés très rapides, très efficaces et très parlants, très visuels. En 5-6 minutes, on peut très vite comprendre le fonctionnement d'une équipe adverse. Donc, à partir de là, si on travaille bien nous, on peut rendre la chose beaucoup plus attractive pour les joueurs. L'idée, elle est là. Et quand c'est fait comme ça, chaque fois, ça fonctionne bien. J'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Ici, à Tigres, je suis beaucoup moins en relation avec les joueurs. Je suis beaucoup moins sur le terrain. Mais les retours que j'ai eus, que ce soit par mon collègue ou en général, c'est que l'effectif est très mature. Il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par l'Europe, donc qui sont habitués à ce type de méthodologie, donc ils sont très, très demandeurs. Tu parlais outils, plateformes, ça se développe toujours plus. Il y a beaucoup de nouveaux acteurs qui arrivent. Il y a les acteurs un peu historiques sur de l'analyse vidéo. Il y a des nouveaux acteurs. Il y a l'intelligence artificielle qui arrive aussi. Comment toi tu te formes à ça? Alors déjà, est-ce que à titre individuel, au-delà même de ce que te demande le club ou ce que peut te conseiller le club de suivre, ce qu'il te donne aussi comme outil, parce que parfois on te donne des outils, on te dit ouais, c'est un peu comme ça, on a un contrat, licence, ce genre de choses-là. Comment toi tu continues à éveiller ta curiosité
en suivant un peu ce qui se fait, et ensuite comment tu te formes si il y a un nouvel outil qui arrive, que tu en parles à tes dirigeants ou au staff, qui font remonter l'information aux dirigeants en disant ce serait bien qu'on ait tel outil, tel outil, tel outil, ça peut améliorer les process, gagner du temps, gagner, etc. En général, dans le monde professionnel, on est tous maintenant amenés à se former continuellement. Donc, que ça plaise ou pas, il faut le faire. Moi, ça me plaît. L'année passée, j'ai continué à passer des formations totalement personnelles, puisque c'est pas des choses qui sont obligatoires dans une carrière comme la mienne. J'ai passé des formations d'entraînement avec l'Institut du FC Barcelone. Ça, c'est pour mes connaissances complètement personnelles, parce que je suis très intéressé par leur méthodologie, et donc je voulais voir ça. C'est le Barça Hub, c'est ça? C'est ça, Barça Innovation Hub. Après, sur les outils, on a la chance d'avoir des outils qui ont quand même la même logique interne. Donc, les temps de formation, par exemple, dans le club de Tigres, j'ai dû changer d'outils au niveau, que ce soit au niveau statistique, au niveau plateforme de visionnage, c'était une autre plateforme. Le logiciel d'analyse vidéo qu'on utilise en live ou alors pour envoyer les images sur le banc de touche, complètement différent. Donc, il a fallu que je regarde un petit peu de plus près, mais c'est la même logique interne que ce que moi, je savais déjà faire. Donc, le temps de formation n'est pas très long. Après, sincèrement, dès que je vois formation gratuite sur tel outil, là, récemment, j'ai fait une formation sur Power BI alors que je ne suis pas du tout amené à les statistiques. Mais par curiosité, j'y suis allé, c'était gratuit, donc j'y suis allé. J'ai pas appris grand-chose parce que c'est pas mon monde, mais j'arrive à comprendre un petit peu la logique, et je pense que petit à petit, comme ça. Alors le monde d'analyse statistique, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser. Je suis plus branché sur l'entraînement. Je suis plus branché sur le côté entraîneur et analyse tactique. Mais voilà, j'essaye de prendre un petit peu partout, voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, et d'avancer petit à petit comme ça, sans forcément avoir d'objectifs précis. Mais en tout cas, sur l'entraînement sportif, si. Là, je compte faire homologuer mes diplômes pour pouvoir continuer ici avec la fédération mexicaine. Donc, ça, si, ça me plaît beaucoup. Mais quand je peux avoir une formation comme ça à droite, à gauche, avec plaisir. C'est plus pour ma connaissance personnelle parce que je m'en sers pas forcément au jour le jour. Juste pour revenir un instant sur le travail de l'analyse individuelle des adversaires, ça me fait penser à ce que m'avait raconté Geoffrey Moncada dans l'entretien qu'on avait eu, qui lui avait, avant d'être directeur du recrutement de Milan, il a eu plusieurs expériences et notamment il avait travaillé avec Claudio Ranieri sur de l'analyse vidéo à Monaco. Et il m'avait raconté, avant un match de Monaco contre le Paris Saint-Germain, il avait beaucoup étudié donc les individualités du PSG. Et il avait donné une clé de compréhension d'un geste que faisait sans arrêt Cavani à Ricardo Carvalho. Visiblement, quand il recevait le ballon, il avait toujours, dans certaines situations précises évidemment, il avait toujours le même geste, il exécutait toujours le même geste pour, je sais plus exactement le détail, mais soit pour se mettre dans le sens du jeu, soit pour essayer de dépasser le défenseur, etc. Et pour voir à quel point le foot est fait de petits détails mis bout à bout et ensemble qui te permettent d'arriver à la performance, et c'est pour ça que les joueurs doivent être aussi intéressés par ça, curieux et demandeurs de ce type d'analyse-là. Ricardo Carvalho, qui avait déjà comme une certaine expérience, je pense qu'il doit avoir déjà plus de 30 ans quand il arrive à Monaco, bah, il avait été voir Geoffrey Moncada à la fin du match et il lui avait dit bah ouais, t'as raison, en fait, il m'a pas passé une seule fois parce que tu m'as montré ce geste-là, donc je me le suis bien mis dans la tête, j'ai bien réfléchi à comment j'allais contrer ce geste-là et au final, ça avait super bien marché. Et pour montrer à quel point un simple détail d'observation vidéo peut aider aussi à la performance du week-end où il n'y a pas de hasard en fait, le hasard n'existe pas en fait. Peut-être qu'une fois Cavani aurait pas fait le même geste et il serait passé, il aurait marqué et très bien. Mais au final, les joueurs ont quand même une récurrence dans les gestes. Il y a des patrons qui se répètent. Mais comme des schémas collectifs qui se répètent en fait. L'individu, quand il se sent fort aussi sur un geste, il aura tendance à plus le faire et à le répéter. Et c'est en ça que votre métier est hyper important pour donner des clés à la fois à votre entraîneur sur le général, le collectif, mais aussi des détails très précis aux joueurs sur les match-ups à venir, en fait. Actuellement, et je crois que la France est un peu pionnière en ces études-là. On entend beaucoup parler des préférences motrices.
Et il y a beaucoup d'études il y a des entraîneurs aujourd'hui en France qui se sont spécialisés dans ça. Malheureusement, j'ai pas trouvé ça encore dans la littérature espagnole ou du moins aussi en Amérique du Sud. D'ailleurs, quand j'en parle, on me regarde comme un fou parce que peut-être que j'arrive pas à trouver la bonne traduction parce que pour l'instant, j'ai pas trouvé d'équivalent ici, mais il y a des entraîneurs qui se spécialisent aujourd'hui dans l'étude des préférences motrices parce qu'on a tous une épaule plus forte que l'autre, on a tous une hanche plus forte que l'autre, on a tous un œil plus fort que l'autre, qui fait que notre corps va réagir de manière quasi unique à des situations, à un centre. Je suis plus à l'aise pour recevoir un centre quand je suis de ce côté-là ou positionné dans ce sens-là. Et ça peut aider le joueur, lui, pour mieux se connaître, mais ça peut aider aussi un joueur rival pour pouvoir mieux faire son marquage, pour pouvoir mieux sentir comment l'ailier va partir en duel. On pourrait partir très loin et il y a des choses qui sont en train de se créer, de se travailler dans les plus grands clubs pour l'instant, mais ça risque d'arriver aussi à des niveaux plus modestes. As a business-to-business marketer, your needs are unique. B2B buying cycles are long, and your customers face incredibly complex decisions. It's time you had a marketing platform built specifically for you. LinkedIn Ads empowers marketers to build the right relationships, drive results, and reach your customers. Make B2B marketing everything it can be and get a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Est-ce que dans l'analyse individuelle, ou est-ce que c'est réservé plutôt à l'analyste principal, tu regardes aussi un petit peu ce qui se passe sur les coups de pied arrêtés, à la fois du côté du tireur, ce qui peut faire partie de la panoplie de l'individualité qu'on rencontre le week-end chez l'adversaire, mais aussi chez le receveur. Je pense notamment à tout ce qui est phase indirecte, des blocs dans la surface, comment se comporter sur un corner s'il y a un attaquant qui est habitué à faire un bloc, si l'attaquant il fait sa course toujours du premier poteau vers le deuxième, ou inversement. Est-ce que ça fait aussi partie de ce que tu regardes? Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, plus de 30% des buts sont marqués sur coup de pied arrêté. Alors ça inclut aussi les pénaltys. Je pense qu'il faudrait quasiment les sortir en fait de l'étude parce que c'est vraiment pas la même chose, je trouve. Coup franc indirect, corner, ça me semble être une catégorie à part et pénalty vraiment autre chose pour le coup. Mais en tout cas, là, dans la globalité de ces chiffres-là, c'est un peu plus de 30% qui est marqué sur coup de pied arrêté. Donc c'est évidemment très important. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des entraîneurs de coup de pied arrêté. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qui ont rejoint l'écoute du podcast Prolongation ces dernières semaines ou derniers mois à aller écouter le podcast que j'avais fait avec Nicolas Jauvert, qui à l'époque travaillait à Manchester City avec Pep Guardiola sur les coups de pied arrêtés, qui était passé aussi par Brentford sur les coups de pied arrêtés. C'est très intéressant. Il y a le fameux Thomas Gronemark qui travaille à entraîneur des touches, et qui est devenu très célèbre parce qu'il a collaboré quasiment avec, je vais dire tous les clubs, ce qui est pas vrai, mais dans toutes les parties du monde, avec les sélections, avec des clubs, etc. Il apporte sa science là-dessus. Donc c'est évidemment très important et donc la question, je suis parti un peu loin, mais la question c'est est-ce que tu regardes aussi ça de ton côté? Mon expérience en Colombie, par exemple, est différente avec celle du Mexique, puisqu'en Colombie, on avait des équipes beaucoup plus petites. J'étais soit seul, soit on était deux à Junior de Barranquilla. Mais les coups de pied arrêtés, c'est moi qui m'en chargeais dans ces clubs-là. Aujourd'hui, à Tigres, on a un analyste spécial pour les coups de pied arrêtés. Donc, on est beaucoup plus nombreux aussi. On est un département entier, on est 5-6 personnes à travailler. Donc, ça facilite aussi le travail, ça permet de travailler dans plus de détails. Mais quand c'était moi qui le faisais, tout était étudié, toutes les combinaisons possibles étaient étudiées, à la fois au niveau des signaux qui pouvaient être faits, je me baisse la chaussette, on sait très bien que ça veut dire ça. Il y a plein de choses un petit peu comme au basket au final. Tout était étudié, tout était validé via soit des stats, soit des vidéos, et la plupart du temps les deux. Et à partir de là, nous, on commençait aussi à travailler nos propres coups de pied arrêtés par rapport au type de défense que l'adversaire peut avoir. Souvent, on n'adapte pas notre défense, mais on sait, par exemple, que tel joueur
peut être dangereux sur ça, donc on risque d'être beaucoup plus attentif à ce genre de situation. Mais il y a plein de choses. Après, bon, malheureusement, les semaines sont faites que de 7 jours, donc on peut faire des travaux beaucoup plus élaborés, mais en général, on essaye d'étudier le maximum possible. C'est pour ça qu'en fait, plus tu veux être précis dans l'analyse, plus tu as besoin de ressources humaines, en fait. C'est obligatoire. Alors, t'es pas obligé de tout internaliser. Par exemple, le gros de Marc, il est pas sous contrat avec les clubs. En fait, lui, c'est une sorte de freelance qui va dans tous les clubs, passer 2 jours, 3 jours, une semaine, ponctuellement, expliquer un peu ses méthodes, etc. Tu peux aussi externaliser un peu ce genre de choses-là. Mais ce qu'on voit depuis des années en NBA avec des staffs qui sont immenses. Alors, je prends la NBA parce que c'est le seul sport américain que je suis, mais je crois qu'en NFL, c'est pareil, et peut-être même encore pire, va se retrouver dans le football. Alors, les personnes qui sont fans d'un club ou qui travaillent dans un club de national, ils vont nous dire, OK, on n'est pas tous le Barça à avoir 10 personnes pour de l'analyse, ce qui est vrai. Et tu pourras jamais concurrencer un staff de 10 personnes avec 2 personnes, c'est impossible. Mais effectivement, on tend quand même à aller vers, en tout cas dans le football de haut niveau, dans l'élite en fait, on tend à aller vers ce type de recherche de détails en fait, qui au final, tu t'en aperçois. Je reprends l'exemple de Moncada, mais il y a 1000 exemples en fait. Peut-être que si Moncada n'avait pas repéré ce geste-là, bah Cavani l'aurait fait 2 fois dans le match et aurait marqué 2 buts. Et finalement, le scénario de tout ce que tu avais préparé, il change. Oui, après, bon, le football reste pour les footballeurs, mais tout le travail qu'on fait à côté de nous, c'est des outils en plus pour aider à la prise de décision. Mais la décision, c'est l'entraîneur et les joueurs qui le prennent Bien sûr. sur le terrain. C'est réduire l'incertitude au maximum, même s'il y aura toujours une part d'incertitude. Exactement. Et c'est ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir parfois se dire, bah, ça n'a pas marché. On a évoqué un peu le côté stat là, sur la partie coup de pied arrêté. Dans ton rôle sur la cellule de recrutement, comment tu utilises les datas? Est-ce que la culture américaine, et là je parle des États-Unis, a pénétré le football mexicain frontalier pour ce type de travail? Est-ce que c'est aussi important qu'en Europe aujourd'hui, où vraiment c'est en train d'être très développé? Est-ce que c'est plus à la marge? Quel usage tu fais de la data sur ton travail vraiment là pour le coup plus axé au recrutement? Aujourd'hui, on a 2 analystes data. Moi, je m'en occupe pas du tout. On m'envoie les rapports, ça oui, je reste au courant. Sur mes observations aussi, il y a toujours de la data, mais très simple, on va dire. Et puis, j'utilise beaucoup les graphiques que nos plateformes nous donnent. Je suis pas du tout à créer nos propres. Je suis pas capable de le faire. C'est un autre métier. J'ai toujours utilisé plus ou moins des chiffres. Il faut savoir que quand tu as besoin d'arguments, même si tu n'y crois pas, c'est les chiffres qui vont faire parler plus qu'autre chose. Si demain on doit recruter un joueur, on sait que c'est les chiffres qui vont parler d'eux-mêmes plus parfois que l'analyse tactique du joueur en vidéo ou des choses, on va dire, plus qualitatives dans le sens où c'est de l'observation que du quantitatif via les chiffres. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, les décisions, elles sont prises comme ça dans beaucoup d'entreprises, pas que le football. Le regard, je me permets de te couper en fait, c'est que c'est le fameux débat entre subjectivité, objectivité, ou entre émotion de l'observation et froideur de la stat, le côté mathématique versus le côté émotionnel avec les biais cognitifs, avec etc. Ça veut pas dire que moi je considère par exemple que le travail est aussi important dans les 2 parties en fait, parce que et puis encore là on parle vraiment de. J'aurais une question un peu, bon je vais même en parler un peu tout de suite avec toi, mais on finira après sur la stat, mais par exemple, il y a plein de choses que tu peux pas quantifier en statistique aujourd'hui. Bon, déjà la personnalité, c'est le premier truc, tu peux pas la quantifier en stat. Et justement, sur le côté comment le joueur gère ses émotions sur le terrain, comment il gère sa frustration, ça peut être après une occasion ratée, après un coup de sifflet de l'arbitre qu'il estime pas juste ou totalement injuste, peu importe. Sa colère, comment il gère donc les décisions arbitrales, sa manière de se comporter avec les coéquipiers. Est-ce que dès qu'il y a un ballon qui arrive pas, il râle 14 fois, il sort de son match pendant 1 minute 30 pour se remettre d'une passe qui arrive pas? Est-ce qu'il reste toujours connecté à son environnement, même quand le ballon est assez loin de sa zone dans le terrain? Tout ça, ça peut pas être quantifié par la stat, donc c'est éminemment important. C'est aussi important que de la stat. Moi, je suis très data, enfin très
calmons-nous, hein, je suis pas un spécialiste non plus, mais je m'appuie beaucoup sur les datas dans mes raisonnements, etc. En tout cas, j'associe toujours de la data à mes analyses ou ce que je vois des matchs. C'est toujours un peu un débat qu'on a sur... et comme toujours dans ce genre de débat, c'est on oppose les deux. Alors qu'en fait, ça devrait pas être une opposition. C'est juste apprendre à vivre avec les deux et à faire cohabiter les deux. C'est ça. Après, chacun aussi, dans sa posture, va se spécialiser plus ou moins dans l'un ou dans l'autre, ou dans les deux. Dans mon cas, à moi, je suis intéressé sans être spécialiste. Donc, c'est pas un outil que je vais utiliser tout le temps. Si je dois prendre des décisions, je les prendrai plus par de l'observation que par de la statistique, mais c'est ma vision des choses à moi. Ça veut pas dire parce que je suis plus à l'aise comme ça. Maintenant, comme tu as dit, il y a des choses qu'on peut pas quantifier. Moi, ce qui me plaît dans une équipe, plus que les individualités, c'est les liens qui se créent entre eux. Et c'est très difficile à quantifier parce que c'est... Et puis, même quand tu dis objectivité, subjectivité, moi, je dirais subjectivité, subjectivité parce que les stats aussi parfois peuvent être amenées à nous faire dire quelque chose ou alors par manque un petit peu de contexte général nous font penser quelque chose. Donc, c'est des outils qu'il faut maîtriser pour pouvoir tirer des conclusions avec. Autant sur l'analyse avec l'œil humain, il faut savoir de quoi tu parles quand tu analyses quelque chose. Autant sur l'analyse statistique, il faut savoir cette métrique-là, qu'est-ce qu'elle veut dire, pourquoi je l'utilise et dans quel contexte je l'utilise. Donc, ça demande du travail et des connaissances. Malheureusement, aujourd'hui, on utilise dans le discours général, on utilise les statistiques de manière très rapide et parfois trop rapide. Oui, ou de manière totalement superficielle ou pas avec les bons métriques. Et voilà, j'ai eu un débat à la radio il y a pas longtemps sur le nombre de tirs dans un match de mémoire où on m'avait dit ouais mais ils ont tiré 2 fois plus au but, je crois. Je sais plus exactement. Hein. Et en fait, il faut expliquer que le simple nombre de tirs c'est une donnée, ok. Mais en fait, si tu utilises ça, tu restes en surface. Bien évidemment que si t'as où c'est totalement éclatant, où tu as 35 tirs à 4, bon, c'est suffisamment marquant pour te donner un indice de comment s'est déroulé le match. Maintenant, si c'est 18 tirs à 9, c'est pas suffisant parce que tu peux très bien faire 18 tirs et avoir une valeur d'expected goal à 1, parce qu'en fait, tous tes tirs, ils seront de l'extérieur de la surface, ils auront des valeurs très faibles avec très peu de chances de marquer, et au final, peut-être que tu n'as juste pas réussi à pénétrer la surface de réparation et que tu as été totalement frustré au point de tirer toujours de l'extérieur de la surface pour essayer d'être dangereux. Et pour autant, tu peux avoir 9 tirs, mais 4 dans le cœur de la surface qui ont une valeur de 0,40 par exemple, XG, et finir avec 3 XG sur tes 9 tirs. Donc en fait, là, moi, le reproche que je fais, c'est que souvent, les personnes qui veulent discréditer la stat utilisent pas les bonnes stats en fait. Ils ont toujours des exemples sur des stats qui servent pas à grand chose. Par exemple, la possession. Si tu vas pas plus loin que la simple possession, évidemment qu'il y aura toujours des choses marquantes. Quand je vois Brighton qui a 76% de possession et Nottingham qui en a 24, tu sais comment s'est déroulé le match. Ok, très bien. Mais par exemple, quand tu as un rapport beaucoup plus équilibré et qu'en fait tu t'aperçois que sur les 50% de possession de l'équipe A, il y en a 80% dans sa propre surface, dans sa propre moitié de terrain, ça veut pas dire qu'ils ont joué haut sur le terrain. Ça veut dire juste qu'ils ont fait circuler la balle très bas, qu'ils parvenaient pas à faire progresser le ballon, peut-être que les joueurs bougeaient pas assez, etc. Et en fait, la data, si tu l'utilises vraiment avec les données en surface, effectivement, moi, je vois très peu d'intérêt. Mais ça demande de l'intérêt d'aller s'intéresser à des stats beaucoup plus poussées, à comprendre ce qu'elles signifient, à comprendre leur intérêt. Et dans ce fameux discours toujours stade versus œil, parce qu'on peut le résumer un peu comme ça, c'est jamais, franchement, c'est jamais des bons débats. Honnêtement, il en ressort quand même pas grand-chose. Et encore une fois, à la fois pour le recrutement, à la fois aussi pour l'analyse tactique de l'adversaire, la data peut être utile. Mais elle fait pas tout non plus. Non, c'est sûr. C'est un outil supplémentaire. Et comme tu disais, au niveau de l'observation de tout ce qui est un peu extra foot, on va dire, du joueur, c'est quelque chose de super important qu'on va pas pouvoir mesurer, mais je pense que moi, personnellement, je passe peut-être les 3 quarts du temps à regarder ça. Une fois que j'ai regardé un match d'un joueur, tu vois très, très vite si tactiquement, il a les concepts et si techniquement, il est juste.
Après, le reste, c'est beaucoup d'extra, de voir les réactions qu'il a, parce que forcément, une réaction un petit peu démesurée, ben, tu te poses des questions sur le comportement. Est-ce que dans le vestiaire ici, ça passerait bien? Il y a plein de choses, parce que la vie en vestiaire, la vie de l'équipe, parfois, est beaucoup plus importante que le talent du joueur. Ça me fait penser à, il y a quelques semaines, je scoutais comme ça un peu des joueurs, j'aime bien. Et il y a un jeune joueur de 18 ans qui avait même pas de 10 matchs en pro. Et c'est un joueur dont j'avais entendu parler, que je voulais voir en live. Et en fait, je vois son match. Bon, son match est pas terrible, mais il y a quelque chose qui m'interpelle. Ce qui peut arriver d'ailleurs. C'est pas parce qu'un joueur fait un mauvais match qu'on va tout de suite le catégoriser joueur pas intéressant. Mais par contre, très rapidement, j'ai vu que sur le comportement, il y avait des choses qui me gênaient un peu pour un joueur de 18 ans qui avait même pas 10 matchs en pro en fait. Alors oui, ça peut être la fougue, ça peut être un manque de maturité, ça peut être beaucoup de choses, mais il y a eu des réactions qui étaient très fortes. Je vais donner 2 exemples. Après une faute non sifflée, aller quasiment tête contre tête avec l'arbitre pour réclamer la faute, prendre un carton jaune. Ok, ça peut arriver à des joueurs de 35 ans d'ailleurs, il n'y a pas que des jeunes de 18 ans. Par contre, incapable de gérer sa frustration à un point où il est remplacé en deuxième mi-temps, je me rappelle même plus 70e, 80e peut-être par là. C'est un joueur de côté, il est à l'opposé du banc de touche, donc il sort de l'autre côté du terrain, donc il est obligé de faire tout le tour du terrain pour rejoindre le banc. Et en fait, il passe à côté d'un poteau de corner et il met un grand coup de savate dans le poteau de corner. Donc il casse le poteau de corner en 2. Heureusement, l'arbitre ne le voit pas. La VAR peut pas intervenir pour ça, parce que sinon c'est deuxième carton jaune et carton rouge. Et tout le long du chemin où il fait le tour du terrain pour aller sur le banc, tu le vois dans un état, mais incapable de gérer une émotion négative en fait. Et tu te dis, il est jeune, c'est un axe de progression, on peut changer, il n'y a pas de problème, mais tu te dis, il est pas prêt. Le garçon, il est clairement pas prêt. Non, et puis, dans un processus de recrutement, quand tu dois gérer par poste, on doit avoir une cinquantaine de noms. Par exemple, nous, une cinquantaine de noms, et c'est très vite, enfin, ce genre d'erreur, c'est très vite éliminatoire. Malheureusement, on n'a pas le temps de se dire, il y a un axe de progrès. Ça, c'est clair et net qu'on n'a pas le temps. Surtout quand c'est un joueur étranger. Un joueur étranger doit venir ici et faire la différence de suite. Donc, malheureusement, ce type de comportement, c'est éliminatoire. Dans un processus en général de recrutement, en tout cas de ce que je connais moi, ça serait clairement éliminatoire pour le joueur. Et peut-être que c'est un excellent joueur, mais malheureusement, des excellents joueurs, il y en a beaucoup. Donc, on essaye de prendre aussi ce qui nous conviendrait le mieux. Dernière petite question, comment tu juges la pression pour les joueurs au Mexique? Pression du résultat vis-à-vis des dirigeants peut-être, des supporters beaucoup, des médias? Parce qu'on parlait un peu de la gestion des émotions, de tout ce qui se passe un peu hors technique, tactique, etc. Comment tu juges le rapport de l'environnement du foot, donc où j'inclus médias, supporters, etc., avec la performance des joueurs sur le terrain? Est-ce que c'est compliqué, pas si compliqué que ça? On sait que les stades sont souvent pleins quand même. Je regardais un peu les stats de fréquentation là de cette saison. Tigres sur le tournoi d'ouverture est premier avec 40 000 personnes, je crois, de moyenne. Sur la phase qui est bientôt terminée, d'ailleurs, le tournoi de clôture, Tigres est deuxième, mais je crois que le premier, ça va être, je crois que c'est Monterrey CF, le rival. Ouais, comment tu juges le degré de pression pour les joueurs? C'est pas quelque chose qui m'a interloqué, on va dire. Il y a de la pression, forcément. On se rapproche au Mexique, on se rapproche vraiment d'un modèle très européen du football. Uniquement, il y a quelque chose qui, à moi, me gêne, c'est ce système de liguilla. En gros, il y a un championnat de 18 clubs, si je ne me trompe pas, c'est 18. Et du premier au quatrième, ils se qualifient directement à la liguilla. Et du 5e au 12e, ils se rencontrent sur un seul match pour rencontrer après les 4 premiers. Donc, en gros, ça n'est jamais arrivé, mais tu pourrais terminer 12e et terminer champion, puisqu'après, c'est des matchs aller-retour, quart de finale, demi-finale et finale, et le champion se décide sur la finale. J'explique juste rapidement, en fait. En fait, c'est un peu un mix entre des playoffs à la championnat belge et des playoffs de NBA. C'est-à-dire que, ce que tu disais, les premiers 4, ils sont tranquilles dans un premier temps. Et ensuite, de 5 au 12, il y a un match qui détermine des qualifiés qui vont ensuite rencontrer sous le format NBA
premier contre le 8e, deuxième contre le 7e, etc. Troisième, sixième, quatrième, cinquième, sur match aller-retour. Ensuite, donc ça, c'est en sorte des quarts de finale, entre guillemets. Ensuite, demi-finale et finale. Et effectivement, le système de play-off, alors pas NBA parce que c'est culturel, hein, mais en Europe en tout cas, moi je trouve ça mais totalement absurde. C'est comme en série B italienne, donc un championnat de prédilection pour moi, que le 8e ait autant de chances de monter que le 3e, alors qu'il peut y avoir 12 points d'écart. Non, en fait. C'est ça. Alors, sous l'argument de générer plus de vues, De plus spectacle. d'intérêt, c'est de spectacle, exactement. C'est ce genre de format qui a été privilégié dans presque tous les pays latino-américains. En Colombie, c'est comme ça aussi, hein. C'est du premier au huitième seulement. Maintenant, tu peux terminer quatrième et terminer champion. Donc, il y a un côté, tu peux perdre un match, deux matchs, trois matchs. Au final, c'est pas très grave, puisque tu as encore une chance de terminer. Et c'est ce côté-là de manque de cette dynamique de compétition qui devrait vraiment exister tous les week-ends pour pouvoir créer une sorte d'émulation réellement compétitive, des joueurs très compétitifs, comme on peut connaître en Europe, en France, hein, en Espagne, en Angleterre, en Italie, sur les premières divisions. C'est ce qui manque un petit peu à ces championnats-là, c'est de se dire, bah, si je perds samedi, c'est 3 points que je peux regretter à la fin de l'année. Et j'ai pu discuter de ça avec des joueurs qui avaient joué en Europe très longtemps, en Colombie. Et clairement, c'est ce quand ils reviennent pour jouer, finir leur carrière en Colombie, ce qu'ils remarquent très rapidement, c'est ce manque de dynamisme de compétition qui fait qu'on puisse perdre un match ce dimanche. C'est pas grave, puisqu'on sera toujours dans les 8 premiers. Dernière petite question, ça fait une deuxième dernière question avant la fameuse dernière question. Tu avais vu ça de l'extérieur jusqu'à présent. Tu avais peut-être même vu d'ailleurs le reportage je crois que c'était Intérieur Sport, qui l'avait fait sur Gignac, la folie Gignac au Tigresse. Maintenant que tu es sur place, avec les quelques mois de recul que tu as, est-ce que c'est toujours la même folie Gignac? Je le précise, qui marque toujours beaucoup de buts, que c'est le meilleur buteur de l'histoire du club, que ça reste un joueur majeur de l'équipe, etc. Raconte-nous un peu ce truc qui s'est passé entre les supporters d'un club et Gignac. Alors, pas l'historique parce que tu n'étais pas sur place, mais en tout cas, comment tu le vois aujourd'hui? La première chose, c'est que Gignac a été et toujours un super ambassadeur de la France par l'image qu'il a pu donner. C'est indéniable. La folie qu'il peut y avoir autour de lui, du joueur, elle est surtout très présente ici à Monterrey. Mais effectivement, ici on l'appelle l'être de lumière, hein, c'est son surnom. Il y a des effigies, il y a des petites bougies à son effigie, il y a pas mal de choses qui peuvent être très marrantes. Et sur le plan footballistique, donc moi, j'ai la chance, parce que j'estime que c'est une chance de pouvoir le voir jouer toutes les fins de semaine, ou enfin, tous les matchs, voir jouer Gignac à Tigres, c'est quelque chose que je suis assez content de pouvoir le vivre, parce que j'ai compris très vite qu'il était rentré dans l'histoire réellement du football mexicain, mais dans le top de l'histoire du football mexicain et du championnat mexicain par ses prestations. Alors peut-être qu'aujourd'hui, à 37 ans, c'est plus le même Gignac quand il est arrivé, ça c'est certainement. Mais ça reste un joueur intelligent qui sait s'adapter par rapport à ses forces et ses faiblesses. Donc il reste toujours un titulaire indiscutable, il reste toujours très efficace, il reste toujours très important et très respecté aussi par ses adversaires. Et au final, même, il y a ce côté de l'expatrié qui a fait l'effort de s'intégrer, qui a fait l'effort de comprendre comment ça fonctionnait et qui aujourd'hui, quand on entend parler, il a l'accent d'ici, mais vraiment très, très fort. Il est considéré comme un. Ici, les gens d'ici, c'est les regios. Et il est considéré comme un regio. Il fait partie du patrimoine local et c'est largement mérité aussi par rapport à ce qu'il a fait et ce qu'il fait toujours, hein, parce qu'il aide beaucoup certaines associations locales. Il est très présent sur des actions d'aide et humanitaires. C'est une chance pour moi de pouvoir l'avoir salué, l'avoir côtoyé, pouvoir travailler dans le même club que lui et d'être français, vu l'image que lui a donnée de la France. On arrive au bout de l'entretien, mon cher Bastien, et la dernière question est toujours la même pour tous mes invités.
Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast dans les prochaines semaines? Est-ce que tu as un nom d'invité, un nom d'un entraîneur, d'un analyste vidéo, d'un kiné, d'un médecin, d'un joueur, d'un président, d'un directeur sportif, d'un directeur général? On va pas tous les faire, mais que tu aimerais entendre à ce micro dans les prochaines semaines. Voilà, comme ton podcast, il est très basé sur des questions où on peut apercevoir un petit peu le travail de l'intérieur, le travail qui se fait au jour le jour dans un métier précis, que je suis très, très branché sur les méthodologies d'entraînement, sur les philosophies de jeu. Il y a un entraîneur français aussi qui me plaît beaucoup et qui m'intéresse, qu'on voit plus aujourd'hui, mais qui a fait des belles choses. Je me dirais même plus 2 entraîneurs français qui, je pense, pourraient m'influencer beaucoup dans leur manière de voir. C'est Reynald de Nouex et Gourcuff. On voit ta sensibilité football avec cette réponse. Il y a une sensibilité sur une approche du football précise. Pour rien te cacher, et ni aux auditeurs d'ailleurs, après le podcast avec Pierre Sage, qui était à l'époque formateur à l'OL, qui est aujourd'hui au Red Star avec Habib Bey, j'avais reçu un SMS de Reynald Denoex, parce que je crois que Pierre le connaissait, et il avait dû lui envoyer l'épisode, et il avait dit, il avait aimé l'épisode, et je lui ai dit, quand vous voulez, pour qu'on en fasse un. Et en fait, on n'a jamais trouvé de moment pour le faire, pour le moment. Je pense que je vais le relancer prochainement, parce qu'il était intéressé pour le faire, mais pour des raisons X ou Y, il n'était pas disponible à tel ou tel moment. Mais moi, c'est clair que ça m'a toujours branché, Denoex, ça me parle beaucoup aussi. Donc voilà, ça fera des invitations à lancer ou à relancer. Mais c'est clair que ce type d'entraîneur, sachant que sur ce podcast, il y a déjà eu Jean-Marc Furlan, il y a déjà eu Olivier Dalloglio, on comprend aussi assez vite ma sensibilité à moi aussi sur l'approche du foot des entraîneurs. Donc voilà, ça me fera deux belles invitations à lancer. Il ne me reste plus qu'à te remercier, Bastien Rodriguez, pour ton temps, ta disponibilité, fait en milieu de journée chez toi au Mexique, à Monterrey, avec un beau soleil, alors que du côté de l'Europe, il fait nuit et il est minuit et demi. Il fait 33 degrés ici. Voilà, on a un peu moins aussi. Mais je te remercie, je te souhaite plein de succès dans cette aventure au Tigres, évidemment, continuer à prendre beaucoup de plaisir, à t'enrichir à la fois sur le côté football, mais aussi culturellement, parce que la vie d'expatrié est quand même extrêmement enrichissante. Et puis, on se dit à très vite. Écoute, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir avoir aussi ce type d'espace pour partager un petit peu. Et je te remercie pour ça, Joanne. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. As a business-to-business marketer, your needs are unique. B2B buying cycles are long, and your customers face incredibly complex decisions. It's time you had a marketing platform built specifically for you. LinkedIn Ads empowers marketers to build the right relationships, drive results, and reach your customers. Make B2B marketing everything it can be and get a $100 credit on your next campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply.